2025 s'annonce être une année noire pour les passionnés d'automobile en Europe. Plusieurs voitures iconiques, et qui ont été pour certains de véritables révolutions à leur sortie, vont purement et simplement disparaître des catalogues. Entre les nouvelles réglementations européennes, des ventes décevantes, toujours plus de malus et une politique d'incitation à l'électrique qui fait le yo-yo, plusieurs modèles ne sont tout simplement plus rentables ou compétitifs, surtout avec l'arrivée des modèles chinois, souvent plus fiables et meilleurs marchés. L'Argus les a recensés et nous avons creusé pour vous aux quatre coins de la presse automobile pour compléter notre analyse et vous présenter nos 5 plus grandes déceptions pour 2025. Certaines de ces voitures affichent des résultats décevants, d'autres sont tout simplement vouées à disparaître. Dans tous les cas, elles font office de canaries dans la mine d'une industrie confrontée à de nombreux défis. Stop! Avant qu'on ne vous montre le premier modèle qui risque de faire verser quelques larmes aux fans d'histoire et du général de Gaulle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir notre équipe de 5 passionnés. C'est parti! Autrefois, le nom DS faisait la fierté. DS a produit des modèles mythiques, dont la DS-19, qui a probablement sauvé la vie du général de Gaulle et sa femme lors d'un attentat à Clamart le 22 août 1962. Elle était si bien conçue qu'elle a réussi à rouler plusieurs mètres, sous un déluge de balles et avec les 2 roues crevées. Et tout ça sans être blindée. Une performance digne d'un tank. Mais depuis les succès de la DS originale et la DS CX de 1974, DS est dans le rouge. Et ce n'est pas la DS9 qui va arranger les choses. Lancé en 2021, le constructeur de Mulhouse l'a présenté comme le nouveau luxe à la française et un clin d'œil à DS de 1955. Elle était une énième tentative de Citroën DS pour s'imposer sur le segment des berlines haut de gamme. Segment qui, je le rappelle, est en déclin depuis de longues années à cause de la domination des SUV. Et ceux qui veulent encore des berlines haut de gamme ne jurent que par des allemandes telles que Mercedes, Audi et BMW. Après plusieurs années de forcing, Citroën a décidé de retirer la DS9 de son catalogue à cause de ventes franchement décevantes. En 2021, 3137 DS9 se sont vendus dans le monde entier selon China Mobile, 2737 en 2022 et 1137 en 2023. Si on regarde par pays selon Car Industry Analysis, le premier marché de la DS9 en 2023 était l'Empire du Milieu avec 329 ventes, soit 4 ventes de plus qu'en France la même année. Sur la même période, sa concurrence, la Audi A6 IV, s'est écoulée à 267 000 exemplaires. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la DS9 n'a pas séduit. Déjà, elle ressemble beaucoup, trop, à la Peugeot 508, qui est beaucoup plus accessible, entre 50 et 70 000 euros. Ensuite, le fameux clin d'œil à la DS de 1955, il faut être créatif pour le voir. Ou travailler dans l'équipe de com de Citroën. La motorisation n'a pas aidé. Citroën a décidé d'y faire des économies et ne propose qu'un 1,6 litre PureTech de 225 chevaux et une version hybride rechargeable de 225 et 360 chevaux. Son système d'infodivertissement était dépassé dès sa sortie. Mais tout ça aurait pu être pardonnable si Citroën n'avait pas commis une erreur difficilement compréhensible dans son positionnement. La DS9 est une berline de luxe française vendue à 80 000 euros, 100% made in China. Les Européens n'en veulent pas parce que c'est du made in China. Et les Chinois eux-mêmes ne veulent pas d'un luxe à la française bizarrement fabriqué dans leur pays et dont le prix d'appel est supérieur à la concurrence disponible. Bref, la carrière de la DS9 a mal commencé et s'achève dans la douleur, ce qui n'est pas le cas du modèle suivant. La Cupra ATK. Si vous aimez les sensations fortes, vous allez craquer pour ce SUV sportif espagnol 100% thermique. Notez ce détail, il est important pour la suite. La Cupra ATK a tout pour plaire.
Un style agressif, 300 chevaux sous le capot, une boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports, un 0 à 100 en 5 secondes 2 et une consommation ridicule de 7,4 litres au 100. Tout ça à seulement 43 150 € pour la version 150 chevaux, soit 1000 € de moins qu'une Peugeot 5008 1 litre de PureTech 130 chevaux. Pour la 300 chevaux, comptez plutôt 55 625 €. C'est le véhicule parfait pour les amoureux d'automobile qui ont besoin d'une voiture familiale mais adorent se lâcher de temps en temps. Son succès a été immédiat. 342 unités ont été vendues en France en 2024. Ça a l'air petit, mais ça représente tout de même une hausse de 79% d'après l'Argus. Et surtout un franc succès pour le tout premier modèle de la marque espagnole. Alors, si tout roule, pourquoi Cupra et sa maison mère Seat ont fermé le carnet de commandes de l'ATK en décembre 2024? La réponse tient en 2 mots. Régulation européenne. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'elle était 100% thermique? Eh bien, vous le savez, mais les régulateurs européens ont les voitures thermiques dans le viseur depuis quelques années. L'ATK s'est mangé le malus sur le CO2 et celui sur le poids, car l'engin rejette quand même 204 à 209 grammes par kilomètre et pèse 1599 kg. En 2024, la Cupra ATK a été frappée d'un malus de 60 000 €. Et avec la nouvelle législation française, passée en force via le 49.3 le 6 février 2025, son malus devrait atteindre 70 000 €. A noter que 60% des voitures mises en circulation en 2025 seront concernées par le malus. La Cupra ATK cède sa place au Cupra Terramar, après 6 ans de bons et loyaux services. Bref, le Cupra ATK est dans notre liste puisqu'il devient un martyr symbolique des nouvelles réalités du marché européen. Et si vous pensez que c'est le seul véhicule sportif à disparaître à cause des normes, vous vous trompez. Toyota aussi en a fait les frais avec la Toyota GR86. C'est la sportive que tout le monde voulait et que personne ne pourra bientôt plus acheter en Europe. Pourquoi ? La réponse risque de vous énerver. Face aux nouvelles normes draconiennes de l'Europe, qui punissent de plus en plus les voitures thermiques et les sportives, les constructeurs ont 3 options. 1. S'adapter aux normes et sacrifier la passion automobile sur l'autel de la conformité, quitte à créer des voitures moins désirables et plus coûteuses. 2. Créer un modèle iconique et le vendre hors du marché européen, comme l'a fait Subaru avec sa BRZ disponible partout, sauf sur le vieux continent. 3. Ignorer complètement les normes et laisser leurs ingénieurs faire leur travail et créer des bijoux à 4 roues. Toyota a choisi l'option numéro 3 avec sa GR86, même si sa carrière était vouée à ne pas dépasser les 2 ans. Dans les grandes lignes, la GR86 est un petit coupé sportif à 4 cylindres à plat de 2 litres et de 1270 kg. Elle est dotée d'un moteur boxer atmosphérique de 2,4 litres capable de générer 234 chevaux et un couple de 184 lb/pi. Elle a un poids plume de 1270 kg, ce qui la rend agile, facile à conduire et lui permet de consommer uniquement 8 litres au 100 km. Avec la GR86, Toyota vise le segment des sportives musclées à petit prix. Et la recette a pris dès la première année. 18 000 exemplaires ont été vendus rien qu'en Europe. Mais malgré son succès, Matignon et Bruxelles ne lui ont pas pardonné son émission de CO2 de 200 grammes par kilomètre. Proposée à partir de 33 600 €, elle a écopé d'un malus de 60 000 € en 2024, ce qui ne la rendait plus du tout accessible. Comptez au moins 93 600 € pour en posséder une. À ce prix, autant acheter une Porsche 911 type 993 272 chevaux Carrera 4 à 90 000 €. Le coup de grâce de la GR86 est venu d'une autre norme européenne, la norme GSR2, pour Generality Safety Regulation 2. Elle impose, entre autres, que toutes les voitures neuves soient dotées de la reconnaissance des panneaux de signalisation et d'un assistant de freinage d'urgence. En plus de ça, un élément qui passe mal auprès de ceux qui aiment les sensations fortes, GSR2 exige que tous les véhicules soient dotés d'un limiteur de vitesse intelligent. Pour que la GR86 embarque tous ces éléments, il aurait fallu modifier intégralement la structure de la voiture.
Exit l'agilité et bonjour les kilos. Le prix du coupé sportif, qui se veut abordable, allait aussi augmenter à cause des nombreux crash tests coûteux nécessaires pour l'homologuer de nouveau. Face à ce déluge de règles, Toyota a tout simplement décidé de ne pas modifier son coupé iconique et de le vendre sur d'autres marchés. Vu le succès de la GR86, il est à parier qu'elle devienne un modèle collector. Alors, je parle de la GR86 de Toyota, mais sachez que ce n'est pas le seul modèle à disparaître des routes européennes à cause de la norme GSR2. L'Alpine A110, un coupé sportif capable de déployer 300 chevaux et commercialisé depuis 2021 à 65 000 €, y fait aussi face. Et pour l'éviter, Alpine a réduit sa production d'A110 à 1500 unités maximum par an. Accuser la réglementation européenne pour l'hécatombe chez les constructeurs peut être simpliste. Certains modèles ont tout simplement été des échecs commerciaux, comme la Fiat 500e. C'est la preuve qu'un modèle peut passer du rang de fleuron d'une marque à bouler en moins d'une décennie. Une belle italienne électrique, pas chère et parfaite pour les trajets urbains. C'était la promesse de la 500e. Et au début, elle a plu. Entre 2020 et 2023, la Fiat 500e a fait des ventes records. En Allemagne, la 500e est devenue la voiture la plus vendue pendant le premier semestre en 2022, loin devant toutes les voitures thermiques. Son prix attractif de 23 000 € et son offre à 99 € par mois étaient suffisants pour camoufler sa maigre autonomie de 190 km en WLTP et son ticket d'entrée à 30 000 €. Mais voilà, les temps ont changé. La concurrence sur le segment des petites électriques à moins de 25 000 € s'est accrue. À ce prix-là, on trouve maintenant une T03 à 14 900 € hors droits de douane, une Citroën E3 à 23 300 € ou une Renault 5 e-Tech Essential 120 chevaux à 25 990 €. La concurrence chinoise de SAIC, BYD, Geely et autres a aussi mis à mal la Fiat 500e. Tout ça, j'en parle en détail dans une vidéo dédiée à l'invasion des voitures électriques chinoises en Europe. Foncez la regarder après celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Pour revenir à la Fiat 500e, en plus de la concurrence, elle est aussi victime d'un restylage tardif de Stellantis. En 4 ans, elle n'a pas connu d'évolution technique ou esthétique et son autonomie déçoit. Le marché a aussi changé. Fini le leasing social en France. Et les aides pour l'achat de véhicules électriques ont fondu comme neige au soleil. Et les conditions d'accès ont été revues à la hausse. Les chiffres ne mentent pas. Entre janvier et juillet 2024, le nombre d'immatriculations de la Fiat 500e a reculé de 43% par rapport à la même période en 2023. Face à ce constat d'échec, Stellantis a enfin décidé de créer des versions plus abordables, dotées d'une batterie LFP moins onéreuse. Une version thermique essence de la Fiat 500e est même prévue. Stellantis peut encore se consoler en se disant que la 500e a fait mieux que... Ce n'est pas un secret. Volkswagen est en difficulté sur le segment des voitures de luxe. Et pour concurrencer la Tesla Model X et la Mercedes EQC, le constructeur allemand a misé sur l'Audi Q8 e-tron. Un SUV électrique à transmission intégrale de 313 à 504 chevaux, capable de faire un 0 à 100 en 4,5 secondes et d'atteindre 210 km/h. Le tout pour une autonomie annoncée de 336 à 582 km en cycle WLTP. 4,90 m de long, 1,94 m de large pour 2565 kg, reposant sur le châssis MLB Evo de Volkswagen, le même qu'une Lamborghini Urus ou d'une Porsche Cayenne 3. Une belle bête que vous pouvez aussi trouver en version Sportback. Nous l'avons même designé comme le choix le plus adapté aux besoins des Français pour ce segment dans notre vidéo récente sur les SUV Premium. Malgré tous ces atouts, la Q8 e-tron a des ventes aussi décevantes que la ID4 de Volkswagen. L'arrivée future du Q6 e-tron, un SUV plus petit avec 693 km d'autonomie en WLTP pour 10 000 € de moins, fragilise ses ventes. Sans parler de la concurrence qui propose mieux à des prix similaires ou plus attractifs. Depuis son lancement,
Le constructeur d'Ingolstadt n'a réussi à vendre que 200 000 exemplaires. C'est en dessous de ses attentes et ses ventes décevantes l'ont poussé à annoncer la fin de la production des Q8 e-tron dès le 28 février 2025. La débâcle financière est si grave qu'Audi a aussi acté la fermeture de l'usine qui fabrique les Q8, celle d'Audi Bruxelles. 3000 employés vont être remerciés et le sort de l'usine est encore inconnu. Également considérés dans notre liste de déceptions, la Citroën C3 et la Peugeot 308. Nous vous parlons plus en détail des autres problèmes des constructeurs européens dans notre vidéo sur la razzia des voitures électriques chinoises en Europe. Foncez la voir en cliquant sur l'image qui vient d'apparaître et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces modèles et on se revoit bientôt.